Alors merci effectivement beaucoup au père Nicholson et à l'église Saint-Eustache de nous accueillir aujourd'hui, d'accueillir donc cette soirée organisée par la Revue du Crieur sous cette nef de 33 mètres de haut qui va demander des prouesses à nos ingénieurs du son. Cette soirée s'intitule « Penser ce qui nous arrive » parce que je pense qu'on était beaucoup après non seulement les attentats de Paris du 13 novembre, mais après malheureusement une longue succession d'attentats à Bruxelles, à Grand-Bassam, à Ankara, à Alep ou à Karbala, à se dire qu'il fallait continuer à penser, continuer à réfléchir pour ne pas être saisi par l'effroi, la sidération, l'anesthésie, et que dans ces conditions, avec ces déflagrations violentes qui s'ajoutaient à quelques bouleversements souterrains qui délitent à la fois les sociétés et les États, et l'état d'urgence était aussi intellectuel et politique et pas seulement sécuritaire. Cette soirée organisée par la Revue du Crieur, dont j'assure la rédaction en chef, est autonome dans sa conception, mais elle s'inscrit dans une nuit des débats initiée par la mairie de Paris pour la première fois, à partir aussi, je pense, du choc des attentats du 13 novembre. C'est une nuit qui a lieu concomitamment dans plusieurs lieux, mais c'est à Saint-Eustache qu'elle sera la plus fournie, la plus longue, jusqu'à 1h30 du matin, donc j'espère que vous êtes bien installés. Sachez quand même qu'à la sortie, là, juste à ma droite, il y a un espace convivial avec des food trucks, parce qu'on ne va pas pouvoir faire circuler un micro dans la salle. Mais l'idée, c'est que ces débats soient l'amorce de discussion et que donc ça puisse se continuer soit dans les cafés autour, soit autour, alors food truck en bon québécois, on me dit popote roulante. Je le précise pour Anne Hidalgo qui disait déjà ça hier sur France Inter. Mais avant peut-être qu'on aborde le thème de ce premier débat, que peut encore la politique, Anne Hidalgo, je parle sous votre contrôle, mais cette nuit des débats, l'idée c'était pas de faire un grand colloque organisé par la mairie de Paris, c'était que chacun se saisisse de la parole dans des lieux où d'habitude elle n'a pas forcément lieu, où elle a lieu. Il y a un endroit en ce moment où il y a une sacrée prise de parole, des débats intenses, c'est Place de la République. Et ça, c'est pas au programme de la nuit des débats, c'est la nuit debout. Est-ce que ça vous réjouit ? Moi, d'abord, je respecte toutes les formes d'expression et je pense que c'est très bien que les citoyens manifestent, disent leur opinion et se regroupent. Donc, ça n'a pas ni à me réjouir ni à me rendre triste. C'est un fait et je le prends comme tel. C'est un fait dans une démocratie. Et tant mieux qu'il y ait une vitalité, qu'il y ait des gens qui manifestent et qui expriment leurs convictions. Sur la place de la République, il y a un mouvement de femmes, d'hommes, de jeunes qui ont décidé de venir toutes les nuits. Bon, c'est une donnée. Il y a d'autres mouvements, je pense aux Dalles, etc. En tant que maire de Paris, j'ai aussi assuré le fait que chacun puisse vivre dans cet espace commun sans que personne ne se l'approprie, mais j'ai le respect pour ce qui se passe aujourd'hui et de la curiosité, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la politique telle qu'on l'a connue, dans laquelle vous avez grandi, dans laquelle la plupart de nous ont grandi, elle est prise en étau d'un côté par une abstention massive, de l'autre côté par des partis identitaires souvent situés à l'extrême droite de l'échiquier politique, et ou par des formes de mouvements comme celui qui se veut Place de la République, qui s'inspire de Podemos, enfin surtout de l'occupation de la Puerta del Sol, par des mouvements qui disent qu'il faut faire la politique autrement. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, dans la question que peut encore la politique, il y a le fait que la politique dans laquelle on a grandi, elle ne fonctionne plus ? Oui, complètement. D'abord, même sur l'idée de cette nuit des débats, l'idée est venue dans mon équipe avec les élus comme Bruno Julliard et avec mes collègues. Quelle réponse on peut apporter dans une société qui se crispe et qui peut basculer vers une crispation telle que finalement la haine, la peur de l'autre soit le moteur, alors que le moteur doit être la rencontre avec l'autre, la compréhension, l'explication, l'écoute. Bien sûr, il faut qu'il y ait des endroits où on décide, et lorsqu'on a été élu, on est légitime pour décider, pour prendre des décisions, mais ça ne suffit pas. Et donc, l'idée qu'il y ait des lieux de débat, de discussion, et que les citoyens reprennent la main sur la chose publique, la politique, pas au sens partisan du terme, mais au sens de la décision, ça c'est vraiment une des idées qui a été vraiment motrice dans l'organisation de cette nuit des débats. La deuxième chose, c'est que moi j'ai la chance, c'est un choix,
j'ai voulu faire de la politique à l'échelle locale. Je n'ai pas voulu m'impliquer dans l'échelle nationale. Non pas qu'il n'y aurait pas à s'y impliquer, mais parce que j'ai la conviction qu'à cette échelle locale, dans une ville, a fortiori comme Paris, il y a d'abord une proximité géographique avec les habitants, il y a des formes de participation à la décision collective qui sont peut-être plus facilement imaginables et qu'on peut plus facilement mettre en œuvre. Donc moi j'ai le goût du politique lorsque il peut servir à quelque chose. J'ai le goût du politique lorsqu'il met les mains dans le cambouis de la gestion, parce que c'est facile aussi de donner plein de leçons de comment il faudrait faire, mais se confronter à la gestion et être maire, c'est se confronter à la gestion d'une collectivité. On doit rendre des services sur lesquels les habitants peuvent nous interpeller et dire s'ils sont satisfaits ou pas. Et en même temps, être maire, c'est sur un espace territorial où les choses s'organisent de façon très horizontale. Il faut arriver à faire vivre aussi cet ensemble, cette communauté humaine, en essayant d'aller chercher le meilleur de cette communauté humaine pour qu'elle puisse se projeter, qu'elle ait de l'espoir. Le père, je suis athée, mais le père disait tout à l'heure une foi dans ce que l'humain est capable de concevoir. Moi, je reste animée par cette foi, sinon je ne ferais pas de la politique, mais mon choix, ça a été de le faire à l'échelle locale, où je pense cette horizontalité dans laquelle s'organise aujourd'hui la société est plus facilement appréhendable et peut-être mobilisable si on en a envie. Je pense que vous pensez qu'à l'échelle nationale, on ne peut plus vraiment agir? Je pense que bien sûr qu'il y a des capacités d'action, mais il y a vraiment, dans un pays comme la France, un centralisme beaucoup trop grand, des ministères qui agissent de façon verticale, des appareils politiques qui sont organisés de façon verticale, alors que la société aujourd'hui, elle est dans une horizontalité. Et ça, les institutions politiques et parfois les institutions technocratiques, je pense à ce qui sous-tend quand même une grande partie de l'action gouvernementale, à savoir un ministère comme celui de Bercy, sont organisés de façon totalement verticale et ne voient pas que le monde s'organise différemment, que nos sociétés humaines s'organisent différemment. Et moi, ce que je vois à l'endroit où je suis, et j'essaye d'accompagner, avec aussi les erreurs, les tâtonnements, c'est quand même cette envie des citoyens d'être actifs. Ce n'est pas la démocratie participative au sens où on décide, on consulte et de toute façon on fait ce qu'on veut et on a donné la parole. Non, je pense qu'on est bien au-delà de ça aujourd'hui. Et une ville comme Paris qui est quand même extrêmement énergique, où il y a beaucoup de jeunes, c'est une ville où il y a 300 000 étudiants, la moyenne d'âge est de 38 ans. On a vraiment des gens qui s'organisent parce que la proximité, la façon, la promiscuité qu'il y a dans cette ville fait qu'on se touche assez facilement. Et bien dans cette ville-là, je sens qu'il y a une volonté de participer au sens comprendre comment se font les décisions et agir sur cette prise de décision. Donc voilà, je pense que c'est peut-être plus facile de l'observer à l'échelle territoriale et donc d'en avoir conscience et donc d'essayer d'agir en tant que responsable politique en conséquence. Mais bien sûr, je ne désespère pas que, y compris dans notre pays très centralisé, à l'échelle nationale, tout d'un coup, on se dise que les choses peuvent se décider en dehors de 3 ou 4 personnes dans un bureau, même si elles en ont la légitimité démocratique, puisqu'ils sont élus pour ça, mais que associer le plus grand nombre, déjà le Parlement, ça serait pas mal, à la prise de décision, on pourrait faire mieux, quoi. Voilà, notre pays a un énorme potentiel, on pourrait faire beaucoup mieux et ne pas être englué dans ce constat qui pousse à des questions comme celle qu'on pose légitimement ce soir sur que peut la politique. Elle peut beaucoup si elle part des citoyens. Difficile de ne pas être d'accord avec ça, Edoui. D'abord, bonsoir à toutes et tous et merci à l'Église et à son équipe paroissiale de nous accueillir et merci encore à Anne Hidalgo d'inaugurer cette excellente initiative de la Nuit des débats par cet échange ici ce soir.
Si on pose la question en ouverture, que peut encore la politique, ce n'est pas parce qu'on penserait que localement, justement, elle ne peut pas. Au contraire, y compris ce qui se passe dans cette ville-ci, dans ces chantiers, dans ces débats, dans ces idées, prouve qu'au niveau où vous êtes, au niveau du terrain, au niveau le plus proche, on peut. Et d'ailleurs, nous sommes le pays qui a le plus grand nombre d'associations, de vitalité associative. Dès qu'on est au plus près, on peut. Donc pourquoi pose-t-on cette question de que peut encore la politique? Et là, je voudrais faire écho au mot introductif qui a été fait pour nous accueillir. Aujourd'hui, nous avons un problème qui est un problème d'autant plus crucial qu'il y a en face des idéaux de perdition, des idéologies totalitaires que rencontrent des jeunes en perdition, qui est un problème d'idéal. Et je voudrais juste dire de ce point de vue, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qu'à Mediapart, qui n'a pas de religion, moi je me dis plutôt areligieux. Je n'ai pas de croyance, mais je pense que dans les temps qui sont les nôtres, nous avons besoin, que l'on croie au ciel ou que l'on n'y croit pas, de spirituel dans l'engagement. Que l'on avait besoin de se mettre en mouvement comme on cherche l'horizon, comme on s'élève, comme on se relève, ne pas rester dans le marécage. Et de la même manière qu'on a besoin, et c'est aussi ce que partagent toutes sortes de cultures spirituelles, de se trouver soi-même et de trouver sa propre humanité en allant reconnaître l'autre, en ne lui demandant pas de s'effacer. Ça va de Jésus avec les lépreux, pour ceux, ma culture est peut-être minimale de ce point de vue, et on pourrait retrouver ça dans toutes sortes de monothéismes. La question de l'autre, la question d'accepter l'autre, de ne pas lui demander d'abord d'être soi-même, et de comprendre qu'en allant vers l'autre, on reconnaît sa propre humanité. Je dis ça pour dire que le fait que Mediapart soit dans une église pourrait être dans un autre lieu, dans une mosquée, dans un temple franc-maçon, dans un temple protestant, dans une synagogue, pour moi n'est pas du tout surprenant, et même peut-être au cœur de comment on doit essayer de faire chemin ensemble aujourd'hui et de retrouver le chemin des causes communes. Pour l'anecdote, il y a une église qui n'est pas très loin, elle est tout à l'autre bout vers la Seine de la rue du Louvre, qui s'appelle Saint-Germain-l'Auxerrois. C'était l'église où les rois de France sortaient du Louvre avant Versailles pour aller prier. C'est le côté droite, le côté le plus ancien. Vous prenez la travée, il y a une seule tombe dans la travée. C'est peu connu. C'est la tombe de celui qu'on considère comme le père des journalistes français. C'est Théophraste Renaudot qui est là-bas. Et là, on en vient à notre sujet politique. Le père du journalisme français est enterré dans l'église des rois, l'église du grand un, du pouvoir suprême monarchique, ce qui ne plaide pas tout à fait pour l'indépendance de notre profession. Donc, on est au cœur de... Maintenant, une fois rendu ce clin d'œil, on est au cœur du débat pour moi de ce soir. Au tout début, j'ai eu une inquiétude quand vous avez dit la société qui a des peurs et tout, puis après vous avez parlé de son dynamisme. Parce que pour moi, le problème n'est pas une société qui aurait des peurs qu'il faudrait rassurer, rééduquer, calmer d'en haut. Je pense que la société, aujourd'hui, a toutes sortes de bouillonnements, d'inventions. La place de la République en est un exemple. Et de ce point de vue, juste de notre échange, laissez-les vivre, négocier avec eux. C'est un espace piétonnier que vous avez très bien arrangé. Ils laissent les voitures circuler, discuter avec eux des questions de maintien de l'ordre, des questions de salubrité publique, mais ne mobilisez pas chaque matin des équipes de policiers qui ont bien mieux à faire que d'aller les dégager avant qu'ils n'y reviennent. Et ils reviendront tous les soirs. Donc, c'est de l'énergie perdue. Et par ailleurs, au contraire,
aller discuter avec eux, comme ça s'est fait pour les Indignados, où finalement, au bout du compte, les élus locaux ont discuté et ont appris peut-être de ce qui se passe, en leur disant simplement que, comme vous le dites, bien sûr, on a des sociabilités, on a voilà, et on doit y faire attention. Donc la société, pour moi, elle est beaucoup plus, et nous qui sommes un journal où le virtuel, c'est du réel. Donc le problème qu'on pose ce soir, sur le problème d'idéal, il est tout en haut, et d'une certaine manière, mezza voce, avec une réserve que je comprends, vous l'avez abordé. Il y a un immense fossé aujourd'hui, comme un changement de quantité en qualité, de dialectique hegelienne ou de physique. Depuis tout ce qui s'est passé, la déchéance de nationalité, l'état d'urgence, la loi travail, vous êtes une inspectrice du travail de métier, et nous avons bien compris que vous regardiez ça d'un œil critique, il y a eu en cascade toute une sorte de décision qui montre un monde qui, et c'était le cas depuis bien des années, mais cela s'accélère, qui ne nous entend plus, qui ne nous écoute plus, qui ne nous consulte pas, qui pense qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, et qui donc est dans une logique de plus en plus crispée, de plus en plus autoritaire, de plus en plus verticale. C'est une logique du vieux monde. C'est une logique qui n'est pas celle de la révolution industrielle, digitale, numérique que l'on vit, horizontale, du partage, du lien, de l'échange. Et c'est une logique surtout d'un vieux monde qui ne veut pas affronter la nouveauté. Car on est intelligent à plusieurs, on est intelligent en dialoguant avec la société, en trouvant des idées dans la société. Nous sommes face à d'immenses défis, qui sont aussi bien une crise écologique majeure, une crise économique de prévarication, d'inégalité, de crispation sur un monde de l'enrichissement personnel d'une toute petite minorité qui nous propose comme idéal que la consommation, que la lutte de tous contre tous, de chacun contre chacun. Crise écologique, crise économique, révolution industrielle et basculement du monde. Le monde où nous parlons, le monde de notre histoire européenne qui s'est projeté sur le monde, ne peut plus donner à lui seul le là du monde. Et cet autre monde est en nous aujourd'hui. Il est en nous culturellement, il est en nous religieusement, il est en nous dans l'apparence, il est en nous dans la diversité et la multiculturalité de notre peuple. Alors tout ça suppose un renversement profond, une crise de civilisation. On peut voir ça de manière péjorative, pessimiste, la décadence. Et nous ne manquons pas d'intellectuels de la décadence, d'intellectuels qui ne font que la déploration sur ce qui nous arrive. Mais on peut se dire, et employer un autre mot, qui est que face à la décadence, et peut-être cette accumulation d'immenses crises que je viens de décrire, renvoie à quoi? À la Renaissance. Peut-être que le numérique, ce n'est pas simplement une révolution industrielle, c'est l'invention de l'imprimerie où tout d'un coup les clercs n'avaient plus la maîtrise de l'écrit et tout d'un coup le peuple va s'en emparer et tout d'un coup il va être excessif, il va être bouillonnant, mais dans ses colères et dans ses excès, il va inventer quoi? Les Lumières, il va inventer les idéaux démocratiques, Giordano Bruno va être brûlé à Rome, on va massacrer les Amérindiens et en même temps il y aura Montaigne et en même temps il y aura la réforme puis la contre-réforme, des guerres de religion et tout ce bouillonnement-là. Nous, notre pari, et j'en termine, c'est ce pari de la Renaissance. Et ce pari de la Renaissance, d'où ce que je vous disais sur la République, suppose, et c'est notre vraie déception par rapport à la famille politique à laquelle vous appartenez, je ne vais pas dire que vous représentez, car elle est diverse, qui est que si elle fut au pouvoir depuis 4 ans, c'est parce que la société n'a plus voulu d'une hystérie, où on mettait les uns en guerre contre les autres. Du discours de Grenoble, au pain au chocolat de certains, aux habitudes vestimentaires ou alimentaires de certains, et ainsi de suite. Ma religion contre ta religion, mon identité contre ton identité, mon apparence contre ton apparence. Nous avons voulu que ça se termine, et nous avons voulu que la société, et à peine avait-il fait campagne en disons-nous, qu'il a dit « je », et qui ne cesse de dire « je ».
et que le pouvoir qui est au-dessus de vous, pas le pouvoir local, le pouvoir national, ne dit que « je », comme si les sièges qu'ils avaient leur appartenaient. Et c'est une vraie pitié, c'est une vraie tristesse, car quand le camp qui se réclame, pour reprendre un mot, de l'espérance, pas du conservatisme, pas du maintien de l'ordre établi, lui-même choisit les mêmes thèmes, les mêmes idéologies, les mêmes impasses, les mêmes mots d'exclusion, les mêmes indifférences et les mêmes injustices, c'est un crève-cœur. Mais du coup, à nous, et donc j'irai à la République après ce débat. Voilà, je suis obligé d'avouer qu'en interne, on parle des prêches d'Edoui, et donc il est très à l'aise dans cette église. Anne Hidalgo, là, vous êtes interpellée sur plusieurs questions. Peut-être qu'on viendra après à la gauche elle-même. Moi, ce qui m'intéressait, c'est effectivement dans... Edoui rappelait le débat sur la déchéance de nationalité, vous étiez opposé d'emblée, mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'aujourd'hui, certains cadres de la pensée politique sont complètement périmés. Quand on répond à des attentats juste en bombardant Raqqa, quand on, face au chômage, on relance les idées de flexibilité, est-ce qu'il n'y a pas vraiment, là, un problème de pensée? Je pense qu'il y a un travail à faire parce que les... déception, le constat, je peux rejoindre une grande partie du constat fait par Edwy Plenel, et je suis dans cette famille politique-là, donc je m'interroge comment a-t-on évolué de cette façon-là, pourquoi? Peut-être que lorsque l'on se bat pour conquérir le pouvoir, toute l'énergie est mise dans la conquête du pouvoir et un peu moins dans qu'est-ce qu'on fera de ce pouvoir et comment on fera. Donc déjà, s'interroger sur la conquête du pouvoir et travailler autant sur la conquête que sur l'exercice de ses responsabilités une fois qu'on est élu, c'est quelque chose qui me paraît important pour se protéger de ce que le pouvoir lui-même doit générer chez ceux qui l'ont, avec les risques d'enfermement, les difficultés, parce que la difficulté de l'exercice du pouvoir, c'est quand même une réalité, et qu'elle peut pousser à un enfermement, à des entourages qui eux-mêmes vous enferment, qui vous rassurent, parce que le monde est plus complexe et ne réagit pas comme vous souhaiteriez qu'il réagisse. Donc, lorsque, avec toute mon équipe, nous nous sommes lancés avant 2014 dans la conquête pour cette mairie de Paris, on a autant pensé la campagne, c'est-à-dire l'avant, que l'après. Qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on sera élu, si on est élu? Et ça, c'est une réflexion qui me paraît très importante pour toutes celles et ceux qui postulent à vouloir prendre la responsabilité, que ce soit au niveau local ou au niveau national, mais peut-être que dans notre système ultra-présidentiel, ultra-centralisé, ultra-focalisé sur une élection et sur un homme, parce qu'il n'y a pas encore eu de femme, et j'aspire pas à 2017. Hein, donc, c'est pas une manière voilà. de vous déclarer. Pas du tout. Voilà. S'il y a des primaires à gauche, vous y participez pas? Non, j'y participerai pas. Et si François Hollande est candidat, vous le soutenez? On verra. Écoutez, moi, je me réserve de savoir pourquoi, comment, et voilà. Donc, la question que je pose là, c'est être candidat, c'est relativement facile. Pour faire quoi et comment, c'est quand même la question qui est posée dans nos démocraties. Voilà. Et donc, chacun mûrisse cette question. Et peut-être aussi, dans le système médiatico-politique dans lequel on est, faut-il s'intéresser un peu plus à ces mouvements de la société qui se situent à des échelles locales, des échelles d'associations, des échelles humaines, à taille humaine, où se font les choses, où les gens se mobilisent. Et on peut être à l'échelle locale et avoir une vision. Hein. Le fait d'être à l'échelle locale ne retire en rien l'idée qu'on puisse avoir des visions sur la marche du monde. Mais que aussi dans ce système médiatico-politique, on montre ces énergies, ces femmes et ces hommes, et qu'on ne réduise pas la vie politique française à l'élection
attendu d'un homme providentiel qui viendrait tout régler et à qui on remettrait absolument tout de notre vie et de notre destin, et il n'y aurait qu'à attendre les 5 ans pour savoir ce que nous allons juger et comment passer à la suite. Donc il y a quand même dans ce modèle institutionnel des choses fondamentales à revoir. Et je pense aussi, je ne pense pas à Mediapart, qui est un média différent, qui s'est construit sur un modèle, y compris économique, différent, mais je pense à notre système médiatique dans lequel rien n'existe, à part les femmes et les hommes qui veulent se mesurer à cette élection suprême. Alors que, de mon point de vue, la vie démocratique française, elle est d'abord extrêmement intéressante, passionnante. Il y a un goût pour la chose publique, la politique, très très partagée dans notre pays, très très répartie et dont on ne parle que rarement, sauf quand il y a tout d'un coup des espèces d'émergences comme ça, de crise, de mobilisation, où là tout d'un coup la question c'est mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce que tout organisme vivant produit quand eh bien, il est vivant et qu'on essaierait de nier sa vivacité. Mais concrètement, juste Anne Hidalgo, je vous coupe parce que s'intéresser au dynamisme qui se trouve dans la société, oui. Ça devrait être le minimum requis, mais du coup, ça signifie quoi? Ça signifie un bouleversement institutionnel de type 6e République, ça signifie une déprofessionnalisation de la politique. Qu'est-ce que concrètement ça engage? Moi, je ne sais pas si la réponse est la 6e République. Je pense que la réponse est d'abord, oui, dans la dépersonnalisation et sûrement dans, s'il y a un travail institutionnel à faire sur ce couple exécutif président-premier ministre, il y a à revoir les choses. Ils sont 2, il y en a peut-être un de trop là-dedans. Hein, donc bon, on verra. Je n'ai pas de réponse et je ne parle pas des hommes en présence aujourd'hui. Hein, mon propos est un propos sur les institutions et il va au-delà de la situation que l'on vit aujourd'hui. Deuxième élément, le Parlement. Le Parlement ne peut pas être simplement un organe qui accompagne les décisions d'une majorité et d'un exécutif et avec une partie qui accompagne et une partie qui s'oppose. Le Parlement, ce sont aujourd'hui 577 députés, autant de représentants de citoyens sur des circonscriptions qui sont en gros autour de 60 000 habitants, et qui devraient pouvoir être mis à contribution si on fait les comparaisons avec ce qui se passe dans toute cette économie du partage et dans ce monde justement collaboratif qui s'est organisé beaucoup à partir des réseaux sociaux. Je pense que chaque parlementaire pourrait être un élément d'une espèce de chambre, je ne vais pas dire collaborative parce qu'avec le passé historique de ce mot, ça ne collerait pas, mais en tous les cas, une chambre de représentants qui ne serait pas simplement mobilisés pour voter ou s'opposer, mais qui aurait aussi à apporter et une parole citoyenne émanant de leur circonscription, là où ils ont acquis leur légitimité, et en même temps une pensée pour faire bouger les choses. Donc il y a le Parlement à revoir. Et puis je pense que dans les grandes réformes institutionnelles qu'il faudrait faire, il faut vraiment reconnaître la décentralisation. Moi, je ne crois pas que l'on puisse diriger tout un pays, se mêler de tout, parce que du coup, on est effectivement dans des lois qui vont répondre aux besoins d'une petite minorité, mais une minorité très puissante et donc très agissante. Et alors que si on était dans un système beaucoup plus décentralisé, dans lequel les pouvoirs locaux seraient mieux reconnus, les pouvoirs locaux qui arrivent à travailler dans cette horizontalité, il y aurait sans doute moins de frustration du citoyen par rapport à ce qui se passe à l'échelle nationale et peut-être moins de rejet de ce qui se passe à l'échelle nationale. Donc, des réformes institutionnelles sans aucun doute, une décentralisation sans aucun doute aussi. Et puis, moi, je suis très intéressée par la pensée de, par exemple, Pierre Rosanvallon sur justement ce qu'il appelle, lui, le bon gouvernement, comment gouverner une société avec les complexités dont on vient de parler. Donc, je suis
plutôt intéressée par cette piste de réflexion-là, qui ne tranche pas sur 5e ou 6e République, mais qui effectivement va plutôt s'intéresser à cette échelle plus locale dans la façon dont on peut aussi impliquer ces différents pouvoirs, y compris les syndicats, les associations, dans la délibération collective. Et puis, je suis très intéressée aussi par une autre pensée d'un constitutionnaliste, Dominique Rousseau, qui fait un débat ailleurs et qui, lui, est en train de travailler autour du concept de démocratie continue. Voilà. Donc, ces deux types de pensée, pour moi, sont des éléments assez intéressants parce qu'en tant que maire, nous, on est dans une démarche empirique. On sent les choses, on sent ce besoin de participation et je sens, moi, en tant que maire, le besoin d'aller chercher ces idées-là parce que je suis entièrement d'accord avec Edoui Plenel. On est bien plus intelligent à plusieurs que tout seul. On n'invente rien tout seul. L'histoire de la page blanche, du truc qui vous tomberait comme ça n'existe pas. Les idées, les intuitions pour les politiques comme pour tout un chacun, elles viennent des rencontres, de nos lectures, de nos échanges, de la comparaison qu'on peut faire avec d'autres villes. Et c'est là que viennent les intuitions. Et en plus, quand on voit ce qui s'est passé ailleurs, comment ça s'est organisé, ce que ça a produit, ça nous permet aussi d'avancer de façon empirique, mais avec les réflexions de ces, notamment deux intellectuels, je trouve qu'il y a un cadre, en tous les cas, moi, qui me paraît très, très intéressant pour l'évolution de nos démocraties et des régimes démocratiques auxquels on peut aspirer. Alors, je ne voudrais pas qu'on anticipe trop sur le débat qui va commencer dans une demi-heure sur la démocratie et comment la réinventer avec Issa Saint-Omer et Dominique Schnapper. Donc, Edoui, je te redonne la parole là-dessus. Si tu me promets de faire une réponse de moins de 5 minutes avec une fresque qui n'irait pas de Giordano Bruno jusqu'au 2 avril, 33 mars, place de la République. Je te rappelle que le principe de Mediapart, c'est qu'on a du temps pour parler. Bien sûr, on a du temps, mais il faut garder le temps de dialoguer. Oui, et du coup, j'ai envie de te poser aussi la question. Tu as fondé un journal qui, quand même, on peut le dire, brocarde un très large spectre de la classe politique pour ses cécités, ses aveuglements, ses travers. Est-ce que ce qu'on reproche à la politique de ne faire ou de ne pas faire, c'est lié au travers propre de cette classe politique ou est-ce que c'est lié aussi à des situations géopolitiques, la mondialisation, du fait que globalement le politique a perdu prise face au pouvoir économique, face à d'autres types de pouvoirs pour toi? Il n'y a pas de démocratie des purs. Ce serait même terrible une démocratie des purs. Quand nous sommes dans notre rôle de journaliste au service du droit de savoir des citoyens apporteurs de mauvaises nouvelles, les citoyens que nous sommes souhaitons que la démocratie s'en empare. Ce qui crée la désespérance, ce qui crée l'abstention, le rejet, etc., c'est quand les gens se disent « ça ne sert à rien ». Quand Mediapart sort l'utilisation de leurs frais professionnels par les parlementaires à des fins privées, ça ne donne rien. En Grande-Bretagne, ça a donné des parlementaires de gauche et de droite qui ont quitté la vie publique et qui, pour certains, très honorables au demeurant, pour même pas 20 000 €, ont fait 6 mois de prison, comme Denis McShane, conseiller de Tony Blair. Donc voilà, quand il y a une faute, il y a une faute. Quand il y a une corruption, il y a une corruption. Quand il y a un conflit d'intérêts, il y a un conflit d'intérêts. Ces jours-ci, là, nous révélons que M. Thévenoud, qui oubliait de payer ses impôts, en fait, il a été démissionné parce qu'on lui a fait peur avec le croque-mitaine Mediapart. C'est vrai qu'on enquêtait. Donc on lui a dit « Ah, Mediapart est là, donc vaudrait mieux... » Mais j'aurais préféré qu'on lui dise « Régularise surtout bien avant, puisqu'on révèle que tout ça était connu. » Donc, sans empiéter, par rapport en écho à ce que disait Anne Hidalgo, en sens du dialogue, tout ce que vous avez dit est sensé. Et en même temps, je pense, et c'est étonnant parce qu'en vous écoutant, je pensais à Rosan-Vallon, à Pierre Rosan-Vallon que vous avez cité, et je pense que déjà c'est dépassé aujourd'hui. Non pas de notre fait, mais du fait de ce que nous avons eu sous les yeux ces 10 dernières années, de la fin de Chirac à Sarkozy et à maintenant Hollande. C'est-à-dire la nécrose de ce système qu'à mon avis on ne peut plus amender, qui est un système totalement archaïque, qui est un système monarchique à l'habit d'une république, mais qui nous infiltre tous. Ça tombe sur nous.
comme la tombe tout à l'heure de Théophraste Renaudot qu'il était pris dans cette culture-là. Ben, nous sommes pris dans cette culture-là. Vous êtes pris, même si in petto vous n'en pensez pas moins, vous êtes pris dans ce jeu-là. Et qui fait qu'ils sont dans une bulle, qu'ils ne nous écoutent pas, qu'ils ne nous consultent pas. J'ai souvent l'habitude de dire le poisson pourrit par la tête. Nous y sommes, nous y sommes. Et nous sommes devant ce spectacle qui est quand même, quand Rosan Vallon, dans l'Observateur cette semaine, il fait l'autopsie de la présidence Hollande. Donc il considère que déjà, il faut qu'on s'occupe de la suite. Quelle expression, lui, qui est un modéré, emploie? Il dit il nous faut une révolution démocratique. Et de ce point de vue, d'ailleurs, vous parlez des médias, c'est intéressant. Parce que quand je dis que c'est un système culturel qui infiltre tout et qui fait en clair que plus ils sont crispés sur ce grand un du pouvoir où tout dépend du choix d'un seul, et de ce seul dépendra tous les clientélismes, tous les conformismes, tous les suivismes, du coup, va se produire aussi leur dépendance d'intérêts minoritaires, très puissants économiquement, mais très minoritaires. Quel est le spectacle? Vous parliez des médias. Les 10 milliardaires, pas plus, 10 milliardaires qui sont tous en conflit d'intérêts, marchands d'âme, industriels du luxe, BTP, aéronautique, etc., contrôlent l'ensemble de notre système médiatique privé. 10. Et ça s'est accru ces 4 dernières années. Parce qu'il n'y a pas eu, en fait, ce qu'appelait notre révolution numérique, c'est-à-dire une loi fondamentale pour repenser la culture démocratique, comme le fut la loi de 1880. Donc, il n'y a pas eu, je dis souvent, la démocratie, ça ne coûte rien, mais ça rapporte beaucoup. Il y a eu tout le discours de la contrainte, tout le discours où l'Europe a été brandie comme une punition, tout le discours des cadeaux aux grands groupes. Cette loi travail qui n'est pas faite pour les PME, vous le savez comme moi, c'est-à-dire qui n'est pas faite pour notre tissu économique, qui est faite pour une minorité de grands groupes où 1000 salariés, c'est une variable d'ajustement. Hein? Donc c'est anonyme, hein? On en supprime. Quand est-ce qu'un patron de PME va se poser la question? Nuit debout, le débat continue aussi. Mais nous avons fait la publicité tout à l'heure. C'est la jonction entre la nuit debout et la nuit des débats. J'ai annoncé tout à l'heure que je venais après. Je l'ai dit. Voilà. Et je vais conseiller à Madame la maire de venir. Mais je viendrai vous voir. Mais vous avez loupé le début. J'ai dit à Madame Hidalgo qu'il faut laisser tout cela. Ben voilà, on est dans une discussion, voilà. Vous y avez votre place. Se crée la jonction entre la nuit debout et la nuit des débats. Tous à la nuit debout où se continuent les débats. Nous savons, et nous le couvrons et nous le racontons. Et ici, c'est un espace de débat. Voilà. Merci à vous. Bien. Alors, pour préciser, donc nous avons une jonction subite entre la nuit debout et la nuit des débats. Est-ce que nous pouvons continuer le dialogue? On peut continuer la discussion. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? On peut continuer la discussion. Qui veut prendre la parole? Alors, qui veut prendre la parole? Évidemment. C'est vous? C'est vous qui êtes de la nuit debout? Allez-y, prenez la parole. On va vous laisser vous. Prenez la parole, asseyez-vous. Voilà, bonsoir à tous. On est très content de venir débattre dans une église ouverte. On vient très chaleureusement remercier Madame Anne Hidalgo qui nous a assuré jusqu'au 9 avril que nous pourrions rester sur la place de la République. On n'entend plus. On vous entend même plus intervenir. Sans l'intervention des CRS, n'est-ce pas? Il faut les laisser se reposer. Je crois que les forces de l'ordre sont fatiguées, hein, très épuisées. Ils ont besoin de RTT. Voilà, donc merci Madame Anne Hidalgo de nous assurer de votre soutien et de laisser les CRS se reposer. Et jusqu'au 9 avril, la nuit des débats continue, place de la République. Là, ça n'est pas tout à fait du débat, là. On va...
démocratie... C'est exactement le thème. La démocratie, c'est qu'on puisse continuer. C'est exactement le thème du débat. Est-ce que C'est continuer. justement le thème. Est-ce qu'on laisserait Anne C'est Hidalgo pas de nous répondre empêcher de... Est-ce qu'on laisserait Anne Hidalgo Voilà. répondre à cette interpellation? Alors, Est-ce que je propose qu'on laisse Anne Hidalgo répondre. Le système sonore est fait que si tout Oui, le monde crie en même temps, on n'y arrivera pas. Vous savez, j'ai pas vraiment à répondre, hein. Moi, j'écoute, je constate. La démocratie, c'est pas tout à fait ça non plus, hein. La démocratie, c'est échanger, c'est... Je pense que ça vaut la peine de laisser Anne Hidalgo répondre à cette interpellation. Parce que là, on n'entend rien. En fait, on vous entend pas et on l'entend pas non plus. Donc si vous voulez venir parler, c'est plutôt au micro. Anne en Hidalgo. tout cas... Oui, moi, vous savez, je suis très dirais un heureuse petit que mot pour Paris ait Mediapart. cette vitalité-là. D'ailleurs, si la place de la République permet aujourd'hui d'être un lieu de rassemblement, c'est parce qu'on l'a un peu... vous savez, la démocratie, c'est écouter l'altérité, c'est reconnaître la différence de l'autre. Je reconnais votre différence avec moi, je l'accepte, mais permettez qu'on puisse parler. Ici, on est dans un lieu où des femmes et des hommes sont venus échanger. Je pense qu'on n'est pas tous du même avis, pas tous de la même confession, pas tous venus chercher la même chose. Et en même temps, De la part... on peut se parler. En fait, on vous entend pas. Venez au micro si vous voulez parler. J'entends S'il vous pas. plaît, de la part de Mediapart, je voudrais vous dire, comme vous êtes arrivé, je voudrais vous dire quelque chose. Comme vous êtes arrivé en cours de route, comme c'est organisé par la revue des Crieurs, du Crieur, qui est publié par Mediapart et les éditions de la Découverte. Avant que vous arriviez, j'ai expliqué au nom de Mediapart, et vous savez que nous avons accompagné les 2 premières nuits, et que nous sommes avec le 32 mars et la nuit debout. Donc j'ai expliqué et j'ai dit et on n'a pas besoin de crier pour dire les choses et exprimer un désaccord, je pense même qu'il a encore plus de force quand il est dit calmement. J'ai dit exactement à Madame Hidalgo que le lieu, et les colères sont nécessaires, je n'ai aucun problème avec les colères. Je veux juste dire que nous avons dit qu'il fallait arrêter, que chaque matin d'envoyer des policiers qui ont bien mieux à faire, qui ont des RTT à prendre, venir vider, donc vous voyez qu'on est d'accord, venir vider, d'autant plus que comme les organisateurs de la Nuit debout sont pacifiques, après ils reviendront et toutes les Nuits debout continueront jusqu'au 9 avril. Et j'ai conseillé à Madame la maire, qui est une bonne gestionnaire par ailleurs, de discuter avec les gens de la Nuit debout sur comment ça s'organise, s'il y a des problèmes de salubrité, de nettoyage, de machin. Vous faites comme les indignados et la mairie, au début des indignados, a voulu les expulser et finalement tout s'est bien passé et c'est là que s'invente. Et j'ai dit, laissez-les vivre et je pense, et c'était le cœur de notre débat, et vous venez de l'illustrer, et vous avez bien fait de l'illustrer, nous étions en train de nous dire qu'aujourd'hui, c'est pas en haut qu'est la réponse, elle est dans la société et elle est dans des initiatives comme les vôtres. Alors, moi je propose que Anne Hidalgo puisse dire un mot et ensuite on vous donne la parole. Monsieur Plenel, est-ce que vous aviez le même discours quand, il y a 20 ans, vous avez été placé au monde et que vous avez libéralisé le monde? Maintenant, vous sortez sur une Bon, note vous savez, Alors, on peut faire, d'information juste à on va Mediapart. faire notre biographie. Mais excusez-moi, vous n'êtes pas un saint. Mais je ne suis pas un Je ne saint. peux pas vous écouter, Les et là, chemins. vous êtes le chien de garde encore du gouvernement. Merci, bravo, à vous. Alors moi je propose que Anne Hidalgo réponde et ensuite si vous voulez, l'un de vous parlera mais au micro parce qu'on vous entend pas. Est-ce qu'on peut laisser Anne Hidalgo répondre et ensuite on vous donnera la parole à un de vous? Non, Mais si vous criez, en fait, on n'entend pas. Je n'ai pas à répondre. Voilà, j'ai à dire ce que je peux exprimer en tant que maire de cette ville,
qui doit faire vivre dans cette ville des femmes et des hommes, des organisations qui ont toutes une légitimité. Je respecte les mouvements. Je ne ferai pas le parallèle aussi rapidement avec les indignés parce que je connais bien l'Espagne, j'en viens, et je ne ferai pas le parallèle tout à fait comme l'a fait... non, moi je suis andalouse, mais je ne ferai pas tout à fait le parallèle comme l'a fait Edoui Plenel, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, la place de la République est une place qui appartient à tout le monde. Et cette place doit appartenir à tout le monde et permettre à chacun et à chacune de pouvoir en disposer et en profiter. Moi, je suis... Attends. Si on parle en même temps, on n'y arrivera pas. Donc moi, je suis tout à fait partante pour discuter avec un certain nombre d'entre vous, pas là maintenant, mais là dans les jours qui viennent. Oui, mais j'ai le droit de décider si je veux ou si je veux pas, vous voyez. Et oui, et vous et moi. Et vous et moi, on a le droit. Donc... Je voudrais juste intervenir pour présenter. Non, mais laissez-le intervenir. Laissez-le. De toute façon, moi, ce que je vous annonce, c'est qu'à 20h25, de toute façon, ce débat s'arrêtait, on allait démarrer sur un autre. Donc l'idée, c'est que le débat puisse se continuer en dehors, dans les travées de l'église ou en dehors. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On a un autre débat à 20h30. Après... Nous sommes arrivés ici de manière bruyante. Et vous savez comment on fait? Excusez-moi. Vous savez vous-même, vous le faites comme ça, il y a des gestes. Vous apprenez dans les débats de la place de la République à ne pas vous crier dessus. Non, mais je vais le laisser parler. Mais donc, voilà, Déjà dit. Ok. Donc, bonjour. Bonjour à tous. Tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce qui se passe réellement place de la République. Ça a été présenté par Madame Anne Hidalgo. Peut-être, nous n'étions pas encore là à ce moment-là. Madame Anne Hidalgo, il faut le rappeler, qui est membre du Parti Socialiste, le parti de l'état d'urgence, le parti qui voulait la déchéance de nationalité, et qui, grâce à nous, la déchéance de nationalité n'aura pas lieu, et c'est bien heureux. Mais l'état d'urgence, c'est son parti. L'état d'urgence, la répression policière, c'est son parti. Alors quand on nous explique qu'il faut que la démocratie vive, et que c'est très bien qu'on soit place de la République à discuter gentiment, nous disons non. Nous ne revendiquons rien. Nous ne revendiquons rien. Revendiquer, c'est demander. Et nous prenons, nous construisons ensemble. Et c'est ce qui est en train de se passer, place de la République. C'est une reconstruction du politique. Le petit tract qui a été distribué pour présenter l'événement, il y avait écrit dessus que peut-on encore espérer de la politique? Comme si la politique devait être en permanence concentrée entre les mains d'une minorité. Eh bien, à République, on dit non. À République, on se rassemble, le peuple de France, avec les étrangers, avec les immigrés, avec les réfugiés, et on essaye de reconstruire tous ensemble une société meilleure. Parce que ce qu'on nous promet là, eh ben c'est nul. C'est nul, c'est désespérant. Et nous, on espère beaucoup mieux, et on est en train de construire beaucoup mieux. Alors, il faut qu'on soit toujours plus nombreux, place de la République. Il se passe plein de trucs. On réinvente la démocratie. On se rassemble. On secoue les mains en l'air pour dire oui. On vise le consensus plutôt que la dissension. Et tous ces politiques qui veulent discuter avec nous, qui nous laissent une prise de parole de temps en temps, eh ben non, on discute plus avec eux, c'est fini. On construit, on construit. Donc, je crois que... Alors, il est 20h25, le message est passé, c'est-à-dire que c'est une nuit des débats et une nuit debout ce soir. Donc, il y en a qui vont la continuer sur la place de la République, d'autres qui vont la continuer ici. Il y a aussi, à l'extérieur de l'église, un endroit spécialement pour continuer ces débats-là. Je pense que Edoui Plenel et Anne Hidalgo pourront peut-être aller place de la République. En tout cas, Edoui Plenel va y aller ce soir. Merci en tout cas d'être venu. Je pense que si vous vouliez une nuit des débats, elle a bien commencé. Elle a bien commencé. Merci. Je peux... J'ai été députée européenne, excusez-moi. Oui. Je veux dire un mot. Bon. Voilà, une ancienne députée européenne veut parler. Merci. Attends, 2 secondes. Je voudrais vous dire, messieurs, dames, vous qui êtes venus dans ce si beau lieu pour débattre, puisque c'est la nuit des débats, et qui êtes attachés à la démocratie, vous venez de le dire quand vous n'êtes pas contents que nous fassions du bruit dans votre débat et que nous l'interrompions. Sachez
que vous n'allez pas débattre. Moi, je m'appelle Aline Paillet. Là, pour une fois, je vais personnaliser, parce que mon métier, j'ai fait une émission Regard de femme qui a été très connue pendant longtemps. Vous n'avez pas été invitée à l'époque, vous n'étiez pas connue, madame, c'est dommage. J'ai été députée européenne, je crois savoir ce que c'est qu'une émission de télé. Or, voyez ce petit micro, c'est un micro-cravate. Ça veut dire que pour avoir la parole, il faut être dans la lumière. Il faut avoir été autorisé, ce n'est pas la démocratie. Vous qui attendez pour débattre, vous n'aurez pas la parole dans cette soirée. Place de la République, tout le monde a la parole, tout le monde a des micros. Et les gens autorisés n'existent pas. Moi-même, je parle très peu et pourtant je sais parler. Donc, si vous voulez vraiment débattre et si vous croyez à la démocratie, venez là où elle se fait, là où elle se pratique et là où elle s'invente. Merci. Hop. Merci. Aline Paillet, ancienne députée européenne du Parti communiste. Voilà, je voudrais terminer, puisqu'on termine, j'ai trouvé une citation d'une autre revue en écho, parce que je me doutais, et je trouve que c'est bien joué, qu'il y aurait forcément, avec ce débat et cette église accueillante, cet écho de ce qui se passe dans notre ville. Et je voudrais donc vous lire juste ceci, après vous avoir écouté. Qu'elle soit sociale, politique ou intime, qu'elle soit sociale, politique ou intime, pardon, excusez-moi, parce que c'est sur mon... Voilà. Politique ou intime, la colère suspend le cours de l'expérience ordinaire et oblige à poser des questions inconvenantes sur l'ordre du monde. Pris en ce sens, ce sentiment force au droit. Il inscrit le problème du juste et de l'injuste sous le signe de l'urgence. C'est pourquoi ne pas s'abandonner à la colère ne signifie pas abandonner ses colères, nos colères, qui témoignent d'abord d'une appartenance sensible au monde. On peut enrager devant une mesure politique la déchéance de nationalité, devant une statistique la hausse du niveau de la pauvreté ou devant une image, le corps d'un enfant fuyant la guerre et échoué sur une plage. Dans la colère, les frontières entre l'abstrait et le concret s'effacent au profit de la certitude du scandale. Ce franchissement des frontières est une première victoire sur la fatalité. Dans la colère, tout est remis en jeu et la politique parle à nouveau le langage du cœur. Madame la maire, il faudra vivre avec de nouvelles colères. Vous savez, les colères, je les connais et je les porte aussi. Mais moi, je voudrais terminer en disant que la démocratie est loin d'être parfaite. Et si on est là pour en débattre, c'est qu'on pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont un peu au bout de leur histoire et qu'elles sont à réinventer. Mais il n'y a pas d'autre système que la démocratie. À parfaire à chaque instant, il n'y a pas d'autre système que la démocratie. Il faut n'y a pas d'autre système démocratique. Il n'y a pas d'autre système, mais il y a forcément des formes démocratiques, des formes de participation et des formes de coopération. Laissez-la parler, laissez-la parler. Je ne sais pas d'où vous parlez exactement, mais je crois que, y compris sur la forme de démocratie, on a des différences et des divergences. Dans la forme de démocratie sur laquelle je crois que nous avons à travailler, il y a aussi celle du respect, celle de la non-violence et celle de la parole. Mais vive la démocratie! Bon, alors je pense que... À 6h face au CRS, quand on est claqué pour ces peu de gens, toute la nuit, 2 nuits de suite, tout seul, sous la pluie. À 6h du matin, c'est les CRS qui viennent nous accueillir. Est-ce que c'est ça votre forme de débat? Mais je pense... C'est ça le respect que vous avez. Vous avez des personnes qui vivent dans Paris, qui essaient de changer les choses. Qu'avez-vous fait pour changer les choses? Participer, ce n'est pas être un citoyen. On ne veut pas participer. C'est un mot passif. On veut être actif. On a des propositions. C'est clair. On ne veut pas participer. On n'est pas des participants. On n'est pas des gens qui sont là juste pour vous regarder. On ne vous
entendu. Je pense que ça a été entendu. C'est clair. C'est très clair. Bon, Je pense que la colère a été entendue, donc je pense que contrairement à ce que disait Alain Paillet, pour moi il peut y avoir deux endroits. Alors il y a le débat effectivement qui n'est pas le débat avec toute la salle en AG qui va continuer ici. Il y a un débat toute autre nature qui se passe sur la place de la République et il y en a aussi qui se passe juste à l'extérieur de l'église. Vous savez, vous pouvez dire des choses, mais ça, c'est totalement faux, madame. C'est totalement faux. Et aujourd'hui même, les réfugiés sont en train de débattre. Ce que vous dites là est totalement faux. Et la démocratie a besoin de vérité, de non-violence et de vérité. Oui. On va s'arrêter là pour celui-là. Alors, Madame Hidalgo, je veux bien entendre que vous disiez que nous fassions des déclarations fausses. Mais des déclarations fausses, nous en avons entendu de votre bouche concernant la situation des exilés à Paris. Il y a eu un démantèlement à Stalingrad récemment, fait dans des conditions où il y avait encore une criminalisation des soutiens qui s'étaient acharnés à essayer de les aider à survivre. Or, le soir même, il y avait encore une centaine d'exilés qui étaient à la rue. Le lendemain, 30 exilés ont été raflés, je dis bien raflés, par les CRS et ont été enfermés. Madame Hidalgo, votre responsabilité, c'est les personnes vulnérables, les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants crèvent de faim, ont froid et sont laissés à la rue. Quand on arrive à Paris, Madame Hidalgo, j'aimerais savoir où ils vont. Où peuvent-ils aller ?